AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui, nous nous engageons contre un fléau qui touche les enfants. Oui. S'engager contre l'inceste, on va en parler dans un instant avec votre invité, le magistrat Édouard Durand. Cause évidemment qui vous tient à cœur. Énormément. En France, un adulte sur 10, soit 5,5 millions de femmes et d'hommes, ont subi des violences sexuelles dans leur enfance. 160 000 enfants sont violés ou agressés chaque année, l'équivalent de 2 enfants sur une classe de 30. Les 2/3 des violences sexuelles faites aux enfants ont lieu dans la sphère familiale, un lieu de protection qui devient trop souvent un lieu de confrontation, de violence, d'abus. Non, les violences sexuelles, l'inceste, ne sont pas l'affaire de la sphère privée. Elles touchent aux questions de sécurité, de santé, d'impunité, de passivité, de déni, sur un phénomène ancien, constant, que l'on refuse d'affronter avec détermination et constance. Janvier 2021 a vu la création de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Ni tribunal, ni hôpital, ni service social, la Ciivise est un espace de reconnaissance, de témoignage, de recueil de la parole. Un espace de proposition de politique publique pour renforcer la protection des victimes. Et la Ciivise vient de publier un chiffre, celui de l'impact financier des agressions sexuelles qui coûte, tenez-vous bien, 9,7 milliards d'euros par an à la société. Un chiffre impressionnant qui vient conforter la nécessité de trouver des issues face aux situations de violence sexuelle faites aux enfants. Dès l'enfance, éveillons au respect de l'intimité, parlons des lois, apprenons aux enfants à connaître leur corps, à dire non. Mettons partout dans les écoles, les collèges, les lycées, des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, dans le respect du développement et de l'âge des enfants. Établissons la confiance comme objectif, nous tous, citoyens et acteurs impliqués dans la chaîne de prévention et de repérage, soyons en capacité de dire « je te crois, je vous crois » aux victimes d'inceste, de violences et d'agressions sexuelles. Engageons-nous durablement sur un processus spécialisé de réparation qui prenne acte des conséquences que ces violences font subir aux victimes durant leur vie entière. Dépression sévère, conduite dissociante, impossibilité de sortir de chez soi, renoncement à la maternité, au travail, solitude, errance médicale. Si nous sommes tous d'accord pour affirmer que l'impunité est insupportable, 70% des plaintes sont classées sans suite. Le retrait automatique de l'autorité parentale en cas de condamnation pour inceste reste rarissime. La suspension du droit de visite et d'hébergement du parent qui fait l'objet de poursuites pénales pour inceste est loin d'être une évidence. Alors, clarifions les lois. Supprimons les mises en application aléatoires. Rendons le déni sur l'inceste et les violences sexuelles inopérants, car le silence, la passivité, l'oubli sont les armes des agresseurs. Et un engagement contre un tableau bien sombre, décidément, dont nous parlons avec votre invité Édouard Durand, magistrat et coprésident de la Ciivise. Édouard Durand, bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Je trouve votre engagement absolument formidable, nécessaire. Vous avez dernièrement décidé de rendre public l'impact financier des agressions sexuelles. Je l'ai dit tout à l'heure, 9,7 milliards d'euros par an, dont plus de 6 milliards liés aux conséquences à long terme. Alors ce chiffre est impressionnant. En le publiant, vous souhaitiez quoi? Créer un électrochoc ? Oui, et tout d'abord, madame, je voudrais vous remercier de la présentation que vous venez de faire, qui est extrêmement complète, tellement engagée et claire. C'est vraiment ce chemin qu'il faut emprunter, et vous le dites magnifiquement. Un très grand merci à vous. L'intention de la Ciivise, en publiant le coût annuel des violences sexuelles faites aux enfants, était, comme vous l'avez dit, de dire que c'est l'affaire de tous, que ce n'est pas seulement du privé, que l'impunité des agresseurs crée des failles dans la société, jusque dans un impact financier. Et bien sûr, ce que nous savons, parce que nous recevons les témoignages des personnes victimes, c'est que c'est d'abord de la souffrance, c'est d'abord un quotidien empêché, c'est d'abord un profond sentiment d'injustice. Et c'est aussi cet argent collectif qui est la matérialisation de notre passivité. Alors,
il y a ces chiffres impressionnants, bien sûr, et puis il y a ce déni social qui existe encore, en dépit de tous les efforts, qui entoure l'inceste et les atteintes sexuelles. Alors que ce phénomène est majeur, un enfant sur 10 durant l'enfance est concerné, 160 000 enfants violés ou agressés chaque année. Ce déni, cette omerta qui invisibilise cette criminalité ancienne et constante, comment vous l'expliquez ? C'est à la fois évident et compliqué de répondre à cette question qui est la question fondamentale. L'histoire des violences sexuelles faites aux enfants, l'histoire de l'inceste, c'est l'histoire d'un déni. C'est l'histoire d'une société qui se dit « je ne veux pas voir, je veux faire comme si ça n'existait pas ». À quoi est-ce que ça nous renvoie ? Parce que, vous l'avez dit dans votre édito, c'est toujours un adulte de confiance. Le passage à l'acte sexuel est toujours une perversion du besoin de sécurité de l'enfant, une trahison de l'espoir de l'enfant d'être en présence d'un adulte protecteur. Et enfin, la violence, qu'est-ce que c'est ? Ça veut toujours dire « tu m'appartiens ». Notre histoire, c'est aussi l'histoire de concepts juridiques qui ont donné le pouvoir sur le corps de l'enfant. Et ça renvoie donc à une hésitation de la société. Est-ce que nous voulons vraiment interdire ou est-ce que nous pensons qu'au fond c'est possible ? Et aujourd'hui la société change, puisqu'elle dit c'est vrai ça existe, nous voulons que ça change. Vous trouvez que la société change ? Vous trouvez qu'il y a une évolution ? Vous trouvez que la loi suit cette évolution ? Pas suffisamment, bien sûr, mais il faut reconnaître une évolution depuis quelques années. L'engagement des mouvements associatifs, la littérature, les témoignages des victimes. Pensons à Eva Thomas, par exemple, et pour la littérature à Christine Angot et à Camille Kouchner, notamment, et magnifiquement. Et puis, il y a les réseaux sociaux. MeToo. La commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église de France, puis la Civise. Et tout ceci, de façon continue, opère un changement dans les perceptions dans la société. Aujourd'hui, on ne peut plus dire comme à la fin des années 80 au dossier de l'écran, mais c'est pas si grave, mais c'est pas violent. On pourrait plus tenir ce genre de discours. En revanche, ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est passer de la réprobation d'un fait général à la protection de chaque enfant réel qui révèle des violences. Aujourd'hui, le déni se niche dans l'absence de protection apporté à l'enfant qui révèle des violences, comme si il persistait des injonctions paradoxales. Nous disons à la fois aux enfants, mais vous devez révéler les violences que vous subissez, mais ne nous parlez pas d'inceste. Oui. Comme si on disait aux mères, vous devez protéger vos enfants, mais si vous révélez l'inceste, nous vous accuserons de mentir. Oui, et puis en plus, il y a cette question de confiance, cette question de je te crois et je vous crois. Alors dans l'évolution, il y a cette évolution de la parole. Depuis la création de la Civise, que vous co-présidez, co-dirigez, vous avez recueilli 25 000 témoignages d'adultes victimes dans leur enfance. Près de 9 000 questionnaires sont remplis sur votre site internet. C'est quoi le constat qu'on peut tirer de tous ces témoignages ? Alors il y a plusieurs constats que nous avons faits déjà et puis que nous ferons dans notre rapport du 20 novembre. Le premier constat dont il faut prendre la mesure, et que 25 000 témoignages signifient un mouvement social extrêmement massif. Et ce mouvement social, c'est une double exigence que nous dise chaque personne au moment où elle témoigne. Je le fais pour moi, parce que j'ai besoin de cette reconnaissance par une instance publique, et je le fais aussi parce que ma parole va contribuer à plus de protection pour les enfants aujourd'hui et demain. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Le respect de cette parole va jusque-là. Et puis, les autres constats qu'on fait dans chaque témoignage singulier, individuel, c'est ce que j'appelle le présent perpétuel de la souffrance. Oui, d'ailleurs, sur ce présent perpétuel de la souffrance, vous parlez de l'empêchement d'être dans l'ensemble de vos interviews que je ne rate absolument pas. Vous pourriez nous donner quelques exemples pour nos auditeurs de ce que ça veut dire l'empêchement d'être, parce que chaque histoire était individuelle bien sûr, mais vous avez des exemples là-dessus de l'empêchement d'être.
Oui, et ce sont des exemples extrêmement marquants. Vous le savez, madame, moi je suis juge des enfants. Ouais. J'ai passé ma vie à recevoir des enfants, à écouter leurs paroles et à m'efforcer, en les écoutant, de me représenter ce qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours. Et aujourd'hui, à la Civise, je reçois le témoignage de personnes adultes, de femmes et d'hommes qui ont entre 40 et 75 ans. Et ces personnes nous parlent d'un quotidien qui est marqué, non pas par un souvenir quelque part dans le passé, mais par une scène traumatique qui reste toujours actuelle et qui fait que la chemise d'une personne qu'on croise, qui fait que le parfum d'un employeur dans un nouveau travail qu'on occupe, qui fait que le bruit d'un instrument dans une maison ou dans les transports publics vous replonge dans la scène, la fait revivre, au point que des personnes ne sortent plus de chez elles, ne peuvent plus sortir de chez elle. Et à l'une de nos premières réunions publiques, c'était à Lille, il y a une dame qui était venue de Belgique. Elle a dit je suis venue avec ma fille, j'ai parcouru 150 km pour venir à la réunion publique de la Civise. C'est la première fois depuis plusieurs années que je sors de chez moi. Parce que il y avait cet espace de solidarité et de reconnaissance. Alors, d'où l'importance de la Civise, bien sûr. Et quels sont vos objectifs, vos préconisations? Comment peut-on aider? Comment souhaitez-vous aider, au travers de ces préconisations, ces victimes, ces enfants et ces adultes qui ont été des enfants victimes? Je dirais d'abord, chacun doit comprendre que ces enfants nous regardent et nous attendent. Et que ces adultes qui témoignent à la Civise nous regardent et nous attendent pour que leur parole n'ait pas été prononcée en vain. Et c'est pourquoi la Civise, cette parole, elle l'oblige à des préconisations extrêmement volontaristes et puissantes. Nous en avons déjà formulé, nous venons de le faire dans l'avis que vous avez mentionné, lundi 12 juin, à commencer par un parcours des soins spécialisés du psychotraumatisme. Parce que aujourd'hui, il est possible de réduire ce présent perpétuel de la souffrance, de permettre à chaque enfant victime, à chaque adulte qu'il est devenu, de reprendre sa vie en main et de prendre toute sa place dans la société. Et puis nous disons aussi, mais l'espace qui a été créé avec la Civise doit demeurer. Il ne peut pas s'arrêter. Oui, d'ailleurs, en ce moment, on est assez inquiet, globalement, parce que il n'y a pas de reconduction affirmée. Normalement, votre mission devrait s'arrêter au vu des statuts actuels de la Civise, si je ne me trompe. Elle devrait s'arrêter en décembre. Nous pensons que ce n'est pas possible. Nous pensons qu'il n'est pas possible de dire... Je partage ce sentiment, bien sûr. Oui. Aux 5,5 millions de personnes adultes qui ont été victimes et à toutes les personnes engagées dans la protection des enfants, la parenthèse se referme. Cet espace de reconnaissance, c'est terminé. C'est la Civise, cet espace de reconnaissance, parce qu'elle allie indissociablement le respect de la parole donnée et des préconisations de politique publique réalistes et réalisables. Alors, dans la liste de vos préconisations, il y en a une qui me touche particulièrement, c'est la situation de l'autorité parentale et des enfants enlevés à leur mère. Dans certaines situations de conflit, de violence, les juges, métier que vous connaissez parfaitement, prennent des décisions au regard de la loi, peut-être en l'interprétant, vous allez me le dire, puisque vous êtes un expert beaucoup plus que je ne le suis. Est-ce que ces décisions arbitraires pourrait être corrigée? Est-ce que la loi pourrait formuler différemment son propos? C'est en effet ce que j'appelle depuis plusieurs années une législation plus impérative. Une loi qui ne consent plus à une interprétation aléatoire. Qui n'aide pas les juges. Oui, il est important de sécuriser tous les professionnels de justice et puis surtout de sécuriser les familles et d'abord les enfants, parce que les besoins fondamentaux des enfants, à commencer par le besoin de sécurité, sont des besoins qui sont réels, immuables, objectifs, qui doivent être pris en compte. Et tant qu'un enfant est confronté ou soumis au pouvoir d'un parent qui lui fait peur, qui lui fait du mal, ne peut pas être en sécurité, ni physique, ni psychique. La question est, est-ce que nous voulons que ces enfants puissent dormir?
Est-ce que nous voulons qu'ils puissent apprendre à l'école? Est-ce que nous voulons qu'ils puissent jouer avec leurs camarades dans la cour de récréation sans être dans la répétition des jeux traumatiques? D'où la question de l'hébergement confié toujours au père en situation d'inceste, par exemple. Oui, parce que nous avons du mal à nous engager dans le primat de la protection de l'enfant. Ces 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, ils sont invisibles. Il y a un moyen de les trouver et de les protéger, c'est de poser la question des violences à tous les enfants. Pour que les enfants victimes puissent se dire, cet adulte, je peux le lui dire. Il va me protéger, elle va me mettre en sécurité. Un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé immédiatement perd confiance dans le monde des adultes. Est-ce que c'est ce que nous voulons ? La réponse est évidemment non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à ce que la Ciivise perdure? Est-ce qu'on peut avoir une action collective pour dire clairement au gouvernement la Ciivise doit continuer son action avec vous à ses côtés? Oui, je pense que la Ciivise est l'incarnation d'un mouvement collectif qui commence et qui est un mouvement collectif, social, qui est un mouvement vertueux, positif, qui nous amène vers plus de protection, vers davantage de prise en considération des besoins fondamentaux des enfants. Donc, et ça me paraît important que, et y compris avec votre aide, je vous en remercie, on arrive à faire penser que cet espace de reconnaissance et de recueil de témoignages, comme nos réunions publiques magnifiques, est un espace qui doit continuer. Merci pour cette conversation. Merci à vous, madame. Et à bientôt. Et je rappelle, Édouard Durand, que vous êtes magistrat et coprésident donc de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à vous, Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Merci, Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.